Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnétude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, je vous partage un de mes questionnements concernant le vocabulaire à privilégier lorsqu'on parle d'alimentation. Oui, vous avez bien compris. Je comprends qu'on peut nommer les fruits, les légumes, mais en 2023, on sait à quel point c'est important l'alimentation intuitive. On veut se détacher de la culture des régimes. Donc, comment présenter certains aliments à nos enfants sans induire la notion de cochonnerie, de récompense, de sucrerie? En même temps, on veut leur dire qu'on peut pas déjeuner, dîner, souper avec des chips, par exemple. C'est pas ce qu'il y aurait de plus nutritif et de meilleur pour leur santé sur le long terme. Mais comment amener ça sans avoir le spectre de la culture des régimes qui est sur notre épaule puis qui nous surveille? Ce sont des questions que je pose cette semaine à deux nutritionnistes, soit Mélanie Magnan, alias Nutrimini, et Andréane Dufour-Bouchard du groupe Équilibre. Vous allez voir leur vision là-dessus. Elles vont nous donner des trucs, des astuces pour que ce soit simple parce qu'on le sait, tout ce qui entoure la préparation des repas, que ce soit la planification, l'épicerie ou les repas eux-mêmes, ça demande beaucoup de temps à une famille. Et en segment coup de cœur, eh bien, j'ai gardé en tête l'idée d'héritage qu'on pouvait donner à nos enfants. Une relation saine avec la nourriture, mais aussi pour la planète, pour l'éthique, pour l'environnement. Et c'est là qu'on va parler d'investissement durable. Qu'est-ce que ça veut dire d'investir nos sous de façon éthique, responsable? Est-ce que vous saviez que 100% des actifs de Kaleido sont confiés à des gestionnaires de portefeuille qui tiennent compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur placement? Eh bien, j'en discute avec Stéphane Corriveau d'AlphaFix Capital. En quelques minutes, il va venir nous dire l'investissement durable, qu'est-ce que ça mange en hiver? Parce que vous le savez, le but, c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que comme maman, je dois l'admettre, je sais plus toujours quel mot, quel terme utiliser avec mes enfants pour parler d'alimentation, pour parler des aliments. Je l'avoue, la culture des diètes influence évidemment qui je suis, influence ma façon de percevoir la nourriture. On parle maintenant davantage d'alimentation intuitive. C'est définitivement quelque chose que je veux amener à mes enfants à découvrir, à respecter leurs signaux à l'intérieur. Mais je me dis, moi, je me vois un peu comme un guide dans tout ça. Veux pas, je les accompagne là-dedans. Puis j'ai l'impression que mon discours, le choix de mes mots, ça pèse lourd dans la balance, par un jeu de mots. Donc, j'aimerais vous entendre, mesdames, là-dessus. Si on se concentre, mettons, sur le 2 à 6 ans, est-ce que c'est important que nos enfants connaissent, par exemple, les groupes alimentaires? Fruits et légumes, mettons, produits céréaliers, viande, produits laitiers. Est-ce que ça, déjà, c'est une notion qu'on devrait discuter avec eux en bas âge? De mon côté, moi, j'ai tendance à pas mettre le focus là-dessus puis aller au sens plus large. Je vois, tu me fais, oui, OK, on pense la même chose. Tu sais, je préfère vraiment parler d'avoir une alimentation variée, d'avoir une alimentation pleine de couleurs que de vouloir leur dicter là, une assiette équilibrée avec des groupes alimentaires. Puis je vais beaucoup plus focuser par le modèle, ce que je vais offrir comme parent, ce que je vais faire découvrir comme aliment, que de leur dire ça devrait être ça. Parce que dans le fond, c'est moi le parent qui est responsable du quoi de déterminer ce qui est offert au menu. Donc, si moi, je l'ai en tête, que je veux qu'ils mangent varié, puis qu'il y ait des aliments protéinés, puis des féculents, tout ça, puis que je pense moi-même en termes de nutriments, mais mon enfant n'a pas besoin de le faire. Tu l'as bien dit, la culture des diètes, ça nous a influencé beaucoup comme adultes, ça nous influence encore. Puis même si on est conscient de cette influence-là, on se laisse avoir quand même souvent parce que ça fait tellement partie du discours ambiant. Puis ça nous a amené beaucoup à voir les aliments justement en termes de nutriments, en termes de bons, mauvais, engraissants, pas engraissants. Puis tout ça, ça se transmet facilement à nos enfants. Puis je pense qu'on veut essayer d'éviter ça pour pas justement qu'ils soient pris dans toute cette relation-là aussi plus tumultueuse avec la nourriture ou de dire là, j'ai-tu le droit de manger ça ou tout ça. Fait que je pense
pense qu'ils vont être bien assez tôt exposés à ça. Puis ce qu'on peut faire aussi comme parents, c'est d'essayer de mettre une base pour faire en sorte qu'ils vont être un petit peu plus résistants à ça, ou un genre de bouclier à la culture des diètes, là. Je pense que une des façons d'y parvenir aussi, c'est justement de pas entrer dans tout ça, là, les nutriments. Puis même comme adulte, je pense qu'on gagnerait à moins être intellectuel dans notre cerveau par rapport à l'alimentation, puis à plus se laisser guider justement par nos sens, nos préférences. Mais je pense que quand on mange, c'est important de faire découvrir, tu parlais de l'assiette avec les couleurs, tu sais, regarde comme c'est beau, il y a toutes sortes de couleurs. Toi, est-ce que t'aimes ça, quelque chose qui est plus croustillant ou quelque chose qui est plus mou? Est-ce que t'as envie de quelque chose de frais ou du melon d'eau parce qu'il fait chaud? Ou t'aimerais ça plus manger un muffin parce que t'as envie de croquer dans des raisins secs dans un muffin, peu importe, mais les amener à découvrir vraiment leur sens. Tu sais, qu'est-ce que ça fait? De quoi ils ont envie? C'est quoi les sensations? C'est quoi leurs préférences? Puis on dirait qu'encore là, la culture des diètes fait en sorte qu'on pense que d'écouter nos préférences, je mets des guillemets, mais c'est de mal manger ou de manger des mauvais aliments qui sont classés par la culture des diètes comme étant interdits. Mais découvrir ses préférences, ça peut être justement, tu sais, d'aimer mieux le brocoli en trempette que de l'aimer dans des galettes avec des légumes mélangés. Ça peut être d'avoir envie de manger du melon d'eau quand il fait chaud. Ça peut être d'avoir envie de manger de la soupe de notre grand-mère, la recette de notre mère quand il fait froid l'hiver. Donc, c'est correct. Parce que manger aussi, tu sais, on a appris beaucoup, puis on a beaucoup transmis le message aussi que manger, c'est des nutriments, mais manger, se nourrir, c'est beaucoup plus global que ça. Tu sais, c'est un besoin, manger, ça répond à des besoins nutritionnels, mais de réconfort culturel, de socialisation. Puis ça fait partie d'une relation positive avec les aliments. Donc, de tout transmettre ça aux enfants aussi. Ah, regarde, c'est le fun, on mange ensemble. Hey, on va faire un souper avec des amis en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait préparer? Hey, là, c'est Noël, on a des traditions. Tout ce côté-là, tu sais, je pense que ça met les bases à essayer de développer justement quelque chose qui va essayer de faire un peu contrepoids à cette culture des diètes-là puis à ces règles auxquelles ils vont être exposés plus tard, là. Mais est-ce que le fait maintenant qu'on ait accès à tous les aliments à l'année, grâce à l'importation, entre autres, veut pas, ça nous influence dans nos choix. Je repense, par exemple, à ma grand-mère. Mais je veux dire, l'été, le jardin, il y avait de la laitue, il y avait du concombre. Mais au mois de janvier, ils forçaient plutôt sur les patates, puis le rutabaga, puis les carottes, parce qu'il n'y en avait pas. Puis ils avaient fait boucherie. Donc, une fois qu'il y avait moins de viande, mais il fallait attendre le prochain. Veut pas, ils étaient un peu dictés par la disponibilité. Mais maintenant, on a la chance d'avoir accès à tout. Donc, clairement, on a moins de restrictions à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut davantage apprendre à se découvrir puis à savoir justement qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin et reconnaître nos besoins? Ben, je pense que oui, puis on le fait quand même un peu intuitivement des fois de manger selon les saisons. Tu sais, l'été, on va faire plus des barbecues, des petites salades, des choses fraîches. L'hiver, on va avoir tendance à se retourner vers des plats plus réconfortants, la croustarde aux pommes avec la saison des pommes, la fondue, toutes ces choses-là. Fait que je pense que malgré tout, effectivement, c'est une chance qu'on a maintenant d'avoir accès à une diversité d'aliments. Puis je pense que ça permet aussi de faire découvrir aux enfants plein d'aliments aussi qu'ils pourraient aimer dans un registre de préférence beaucoup plus large qu'avant. Puis en même temps, là, il y a toute l'alimentation locale aussi. Il y a toutes sortes de manières où on peut transmettre certaines valeurs à nos enfants autour de l'alimentation. Fait que je pense que ça se fait un petit peu quand même naturellement. Puis qu'effectivement, on a avantage à y aller avec des préférences, puis des petites traditions, puis de redonner à l'alimentation l'ensemble de ce qu'il y a dans le fond, puis de pas juste la réduire aux nutriments. Aux nutriments. Ouais. Parler d'équilibre avec nos enfants. Moi, chez nous, j'avoue que j'avais amené ce concept-là. Des fois, disons, le repas, il va avoir plein de couleurs, plein de choses pour un repas. OK. Mais des fois, l'équilibre, on va aller la chercher dans une journée. Je sais pas, moi, ils ont mangé des fruits le matin, des fruits en collation. D'autres fois, ça va prendre une semaine parce qu'on est en vacances, puis ça a donné qu'on a mangé 2 fois de poutine de suite parce que, bon, c'était le restaurant le plus proche, puis ils n'en ont pas eu de fruits et légumes, mais ils en ont mangé le lendemain. Donc, l'espèce d'idée d'équilibre est allée chercher sur plusieurs jours. Est-ce que ça, on peut quand même leur parler de ça? Ou cette notion-là d'équilibre, c'est associé à la culture des diètes sans que je m'en rende compte? C'est tellement délicat ces questions-là parce que c'est ça, on veut bien faire, on veut les élever pour qu'ils puissent avoir une bonne alimentation, pour être en santé, pour bien grandir. Puis je suis certaine que veut pas, il y a une association qui se fait avec le poids aussi. Tu sais, on a peur que nos enfants prennent du poids parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de préjugés, parce qu'il y a de l'intimidation. Tu sais, c'est toujours un peu en arrière quand la culture des diètes est là. Le culte de la minceur est là. Tu sais, tout est là. Puis il y a la croissance, mais il y a aussi des fois la question de poids, je pense, qui vient sournoisement dans l'esprit quand on essaie de vouloir éduquer nos enfants à l'alimentation. Mais je pense quand même que la meilleure manière, c'est juste de donner l'exemple. Tu sais, comme tu disais tantôt, nous, peut-être qu'on le sait dans notre tête, justement, tu sais, qu'on veut fournir
tel type d'aliment ou que, tu sais, des desserts plus sucrés, on en veut à telle fréquence. Puis ça va un peu selon nos habitudes puis selon nos valeurs comme famille aussi. Mais je pense que l'enfant n'a pas nécessairement à être au courant. Tu sais, c'est comme si on voulait l'amener à avoir une attitude de respect dans la famille. On a beau y lire 4 fois par semaine la définition du respect dans le dictionnaire. Si l'exemple est pas là dans notre façon d'agir, ça passe à côté. Donc, je pense que l'idéal, c'est vraiment, comme tu disais, tu sais, de choisir ce qu'on leur offre, le quoi, le comment, le combien, tout ça. Puis l'enfant, pas le combien, mais tout le contexte dans le fond, puis l'enfant va décider comment il mange là-dedans, mais on n'a pas obligé, tu sais, ça, je trouve il va se faire éduquer éventuellement, puis on a un retour de balancier, je pense, à faire avec l'alimentation parce qu'on a été beaucoup, justement, dans toute l'intellectualisation, les calories, tout ça. Puis là, je pense qu'on aurait avantage à aller beaucoup vers des messages, tu sais, de plaisir, de cuisine, d'achat local, de toutes ces choses-là. C'est rassemblant, oui, manger. Puis même dans les recommandations, maintenant aussi, tu sais, le guide alimentaire a évolué, tout ça, ça a beaucoup évolué. On est beaucoup moins dans les portions, dans les nutriments, tu sais, on veut beaucoup plus travailler sur un message simple, le plaisir, la relation. Tout ça, c'est un gage de succès à long terme aussi. Puis, faut pas oublier que même si on leur transmet des choses, puis qu'éventuellement, ils se mettent à dire « Ah, là, ça, je peux pas manger ça, je me sens mal de manger ça » ou « Ah, ça, c'est pas bon pour ma santé », ça crée une certaine anxiété aussi. Puis ça aussi, le fait de toujours penser à calculer la santé, c'est pas juste physique, hein, c'est mental aussi, c'est social. Donc, faut penser aussi à l'effet pervers que ça peut avoir des fois, même si notre intention à la base est bonne. Puis encore là, faut pas se culpabiliser si on fait ça, parce que je sais que tous les parents veulent bien faire quand ils transmettent certains messages. On fait ce qu'on peut. C'est ça, exactement. Mais de penser que la santé, c'est global, puis que si ils ont du plaisir à manger, que c'est pas compliqué, qu'ils se cassent pas tout le temps la tête avec des calories, avec des nutriments, avec tout ça, puis qu'ils font un peu le modèle qu'ils ont eu, puis qu'ils reproduisent ça, ben c'est un peu ça qu'on devrait viser, je pense, là. Surtout à cet âge-là, en plus. Là, c'est ça, parce qu'ils sont en bas âge. On dirait que peut-être l'impression ou ce qui s'est inscrit dans le cerveau de certains parents, c'est de se dire, si je ne lui apprends pas la différence, mettons, entre j'aime pas ces mots-là, mais bon sucre qu'il y a dans une banane versus le sucre qu'on peut retrouver, mettons, dans une barre de chocolat, ben à l'adolescence, quand il va partir en appartement, je veux pas qu'il se nourrisse de barres de chocolat matin, midi, soir. Mais finalement, de ce que j'en comprends, de ce que vous me dites, c'est plutôt si on prend l'habitude de manger des fruits, des légumes, de tout, finalement, à la table avec le parent, le fait juste de voir que nous, comme parents, on mange pas du chocolat matin, midi, soir, ben probablement qu'il n'en aura pas envie de le faire, ou à la limite, il va le faire une journée, ça va lui donner mal au cœur, puis il va comprendre que c'est pas tant agréable. Exactement, parce que, tu sais, les habitudes alimentaires, tu sais, si c'est en bas âge, tu sais, qu'on acquiert de bonnes habitudes alimentaires, c'est là qu'on a la chance de les maintenir, le plus de chances de les maintenir à long terme. Fait que c'est sûr que si chez nous, on mange du chocolat à tous les jours, 8 fois par jour, là, je mets ça vraiment extrême. Mais tu sais, après ça, cet enfant-là, quand je vais vouloir l'éduquer, puis j'aime pas vraiment le terme, ben là, lui, c'est sûr que ça marchera pas, là. Il se mettra pas à manger des légumes soudainement si pour lui, c'était pas ça l'alimentation qu'il y avait chez lui. Ça fait que c'est vraiment... c'est vraiment ce qui compte, c'est l'alimentation qu'on a à la maison, en famille, ce qui est dans le garde-manger, ce qu'on cuisine ensemble, puis la fréquence à laquelle on va consommer les aliments. Puis, tu sais, au niveau de l'éducation, moi, ce qui me fait toujours peur, c'est tous les messages contradictoires qui vont arriver d'un côté puis de l'autre parce que l'alimentation, ça vient jouer dans nos valeurs, dans nos croyances. Puis là, tu peux avoir l'enseignante de première année qui dit des choses. Celle de deuxième année, elle a un autre discours, puis elle dit d'autres choses. Celle de troisième année aussi, l'éducatrice dit quelque chose, grand-maman dit quelque chose, ma tante dit quelque chose, maman dit quelque chose. Fait que pourquoi on fait juste pas arrêter de dire des choses, puis être juste comme dans l'action, puis juste dans le plaisir, puis voici ce qu'on mange à la maison, puis on a du plaisir. Apprendre à déguster les aliments aussi. Tu sais, quand tu parles du chocolat versus la banane, mais quand je mange du chocolat, tu sais, est-ce que je le mange de manière coupable? Non, je le mange, il est bon, je m'assois à la table. J'ai-tu pris ma sorte préférée? Est-ce que j'ai pris le temps de le déguster? Tu sais, je suis pas en train d'écouter la télé en même temps, je suis concentrée sur ce que je fais parce que c'est vraiment bon, puis je veux vraiment le savourer avec maman en jasant à la table, en prenant un petit verre de lait. Fait que de ramener le plaisir aussi de manger les aliments, puis de ramener ça sur les sensations de ce qu'on éprouve quand on mange cet aliment-là aussi. Les enfants vont beaucoup plus manger comme ça. Tu sais, tu parlais d'alimentation intuitive. Souvent, un enfant, si tu lui donnes un cornet, il va te dire « Oh, miam, c'est bon, c'est froid, j'aime ça, je suis content, il va le manger. » Puis ça va être fini. Après ça, il va retourner jouer, puis il n'y aura pas tout un processus intellectuel. Mais présente un cornet de crème glacée à un adulte, il va dire « Oh, mon Dieu, je me suis pesée ce matin, j'ai-tu pris du poids? Qu'est-ce que j'ai mangé? Combien de calories va falloir que je brûle? Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Je peux-tu manger ça? » Tu sais, souvent, il y a comme, c'est pas tous les adultes non plus qui réagissent comme ça, mais il y a comme le rationnel de culture des diètes qui est là aussi, qui vient nous confronter dans toutes nos règles. Ça devient compliqué. Là, si je le mange pas, ça me trotte dans la tête. Finalement, je finis par le manger plus tard. Là, si je le mange, c'est ça. Je suis pas capable de m'arrêter. Puis là, on se dit, bon, ça y est, je pourrais plus jamais m'arrêter. Puis
on avait fait un outil à un moment donné chez Équilibre pour parler un peu de ça, tu sais, l'espèce de cercle de la privation, tu sais. Puis on donnait l'exemple typique de quelqu'un qui finit son souper, un adulte, là, on parle vraiment d'un adulte, mais qui finit son souper, qui a un petit goût de biscuit, puis que là, ça, non, c'est pas bien bon pour ma santé ou mon poids, peu importe la raison, mais qui se dit, non, je mangerai pas le biscuit. Puis là, finalement, elle mange une pomme, mais là, le petit goût reste là. Puis finalement, mange un yogourt à 0 calories à saveur de tarte au citron, tu sais, parce que ça goûte un peu le dessert. Puis là, finalement, finit par manger un biscuit, mais là, tant qu'à faire 2, puis là, tant qu'à faire toute la rangée, puis là, se dit, je suis pas capable de résister, les biscuits, c'est fini. C'est exactement ça, tu sais, le cercle vicieux qui, tu sais, à la place, si la personne s'était dit, j'ai envie de manger un biscuit, je vais prendre mon temps, je vais le manger, je vais le savourer, j'enlève les pensées culpabilisantes qui viennent nuire finalement au plaisir, puis après je passe à d'autres choses. Les enfants en général, ils ont ça en eux, puis je pense qu'à trop complexifier ou à trop éduquer, il peut avoir un risque comme ça aussi, de les amener dans cette espèce de spirale-là intellectuelle que nous on a comme adultes à tout calculer. Puis dans le fond, je pense qu'on peut s'inspirer des enfants aussi beaucoup parce que eux mangent tellement de cette façon-là que des fois juste de les regarder réagir à certains aliments, ça peut nous donner un petit exemple comme adulte puis se dire hey, c'est vrai, des fois il faudrait plus manger avec nos yeux puis nos sens d'enfant même comme adultes aussi. Fait qu'on peut les éduquer d'une certaine manière, mais eux peuvent être des excellents modèles aussi pour nous, je pense. Là. Mais je vous avoue qu'avec le balado, entre autres, je lis beaucoup, je m'intéresse à ça. Et là, je pogne de quoi, comme on dit, là, dans le sens, il faut arriver, si on est capable, à peut-être stopper l'intellectualisation des repas et revenir vraiment à la base. Tantôt, j'ai pris des notes, mais quand tu parlais de croustillant versus mou, mettons les couleurs, la beauté des choses. Pour être honnête, là, comme adulte, je le sais pas. Moi, si j'aime mieux les affaires croustillantes, moi, c'est pas une question que je me suis posée. Mettons, salé versus sucré ou quel type de gâterie préférée. Ça, je suis capable de vous le dire. Mais les textures, mettons, est-ce qu'il y a une couleur qui semble m'attirer plus? Je pourrais même pas vous le dire. C'est pas drôle, hein? Parce que mon attention n'est pas tournée vers ça. Elle est plutôt tournée sur, bon, je vais m'assurer que ça soit équilibré, je vais m'assurer que ça soit correct, je vais m'assurer qu'il y ait mangé de tout. Mais j'avoue que des fois aussi, on met beaucoup d'efforts dans la préparation des repas, mais si on fait juste te présenter, là, comme ça sur la table, puis que c'est pas beau, puis que c'est pas intéressant, j'avoue que pour l'enfant, déjà, ça peut être un frein, même si c'est les meilleurs aliments du monde ou le meilleur goût. Je trouve qu'on tombe comme dans autre chose. Puis il faut retrouver, puis ça vient un peu ce que tu disais, Mélanie, le plaisir dans tout ça. Oui, puis quand tu parles de croustillant versus mou, c'est correct que tu ne le saches pas, du sens que aujourd'hui, ce midi, tu peux avoir le goût de manger quelque chose de croustillant. Puis demain, ça se peut que tu aies le goût de manger du pudding. Mais c'est juste au moment présent, quand tu as envie de grignoter, tu as faim, tu as le goût d'une collation, de te poser la question, qu'est-ce qui va vraiment me satisfaire? De prendre, tu sais, vraiment le temps de se déposer, puis pas juste prendre quelque chose sur le pilote automatique ou parce que ma collation nourrissante, ça devrait être une barre, je sais pas quoi, là, acheter, tu sais, de vraiment prendre le temps de te questionner sur qu'est-ce qui va te satisfaire d'un point de vue global, pas juste d'un point de vue nutritionnel, quelque chose qui va faire que tu vas être heureuse d'avoir mangé cet aliment-là, tu vas avoir du plaisir. On n'arrête pas de dire plaisir, mais on revient là beaucoup. On revient là beaucoup, puis je pense qu'avec le temps, en tout cas pour moi, c'est devenu secondaire. À la limite, le plaisir est davantage associé aux fins de semaine. Hein? On a le temps, on prend le temps de cuisiner, mais la semaine, ben des fois, on arrive, il nous reste 5 minutes, on est un petit peu pressé. La notion de plaisir est peut-être moins là, mais il faut la ramener. Et donc, au lieu d'intellectualiser peut-être les catégories d'aliments, il y a quand même des éléments que tu nommais tout à l'heure que je pense que c'est important pour les familles à prendre en compte, juste à être conscient qu'on mange. Manger devant la télé avec nos enfants, moins, hein? Peut-être le vendredi cinéma, ça peut arriver des fois, mais peut-être pas 7 jours. Ben c'est ça. Toujours, il y a personne qui est tenu à la perfection, mais tu sais, dans un contexte quotidien, là, vraiment les repas de semaine, tout ça. Idéalement, tu sais, c'est un moment, le repas, c'est un moment d'échange. Ouais. C'est un moment où on raconte notre journée, c'est un moment où on partage nos valeurs, où on peut se supporter si on a eu des moments difficiles. Tu sais, c'est un moment de connexion. C'est pas juste de manger les aliments. Puis s'il y a un écran, ben c'est sûr qu'on passe à côté de tout ça, là. C'est vrai. Puis c'est sûr qu'il y avait aussi la nuisance qu'on a avec l'écoute des signaux de faim et satiété. Si je suis absorbée dans l'écran, ben j'ai beaucoup plus de difficultés. On mange par réflexe, entre guillemets, hein? Mais oui, c'est ça. Je peux pas ressentir aussi bien les signaux que mon corps m'envoie à savoir si j'ai suffisamment mangé ou pas quand j'écoute un écran. Ça se peut que le rythme auquel je mange soit aussi modifié. Il y a des enfants qui vont devenir vraiment, vraiment lents quand ils mangent devant la télé. D'autres qui vont manger beaucoup plus parce que, tu sais, ils mangent vraiment sur le pilote automatique. Fait que, idéalement, moins.
Puis quand on est distrait par quelque chose, on savoure moins aussi. Tu sais, encore là, quand on a la petite voix de la culpabilité dans notre tête, souvent on savoure pas, mais quand on est distrait, on savoure pas nécessairement. Puis le fait de manger les aliments, de prendre plaisir, de savourer, ça aide à bien écouter les signaux aussi, tu sais. Puis on va sentir moins de satisfaction à manger, moins de plaisir, ça va être comme moins intéressant. Puis c'est comme un peu dans les premiers signaux plus subtils, tu sais, qui nous amènent à nous dire, bon, OK, c'est peut-être que mon corps a moins faim. Puis encore là, ça, j'aime ça, ce que tu dis aussi de l'équilibre, personne n'est parfait, tu sais. Dans le plaisir, dans les signaux, on n'a pas à être parfait non plus, là. Tu sais, c'est correct que des fois, ça soit moins le fun ou qu'on aime moins ça, ou c'est correct que des fois, on prenne moins plaisir puis qu'on soit moins concentré, ou que de temps en temps, on mange devant la télé, c'est bien normal. Puis avec les enfants aussi, c'est la même chose, tu sais. Des fois, on mange plus vite, on a une activité, il faut qu'on se dépêche un petit peu, tu sais. La notion d'équilibre là-dedans est importante aussi. Puis il y avait des nutritionnistes qui parlaient du principe du good enough, tu sais. Ouais. Je pense que c'est bien ça, tu sais. On n'a pas à viser la perfection autant dans les nutriments que dans le contexte. Tu sais, tant que c'est en général assez bien, ben c'est correct, tu sais, parce qu'on se met tellement de pression dans toutes sortes de sphères de notre vie, tu sais. Faut être bon en sport, faut être bon à l'école, faut cuisiner comme il faut ci, faut ça, tu sais. On peut ramener ça à quelque chose aussi de pas trop compliqué, ou tu sais, tu disais dans le fond tantôt, des fois on arrive, on n'a pas beaucoup de temps, tu sais, on n'est pas obligé de cuisiner toujours des repas super élaborés, puis de s'écouter aussi, puis de partir moins des nutriments, mais plus de notre ressenti ou de nos envies. Ça peut être ça, tu sais, ce soir, il me semble j'aurais le goût de manger un petit quelque chose de réconfortant, pas long. Ben je vais me faire un petit spaghetti du jeudi, c'est parfait ça, tu sais. Mais écouter nos ressentis, nous comme adultes, on s'entend à aller jusqu'à plusieurs années. C'est nous qui allons suggérer à la table. Donc, est-ce que ça pourrait valoir la peine de se garder peut-être un souper ou deux dans la semaine libre et écouter le ressenti de nos enfants, puis de dire, regarde, ce soir, voici ce qui est dans le frigo. Qu'as-tu envie de manger? Et laisser l'enfant demander une rôtie, un grilled cheese, un gruau, un bol de céréales, peu importe. Puis lui, il va y aller justement, est-ce qu'il a envie de quelque chose de plus frais, de plus chaud, de plus... Parce que veut pas, on leur impose ce que nous, on a envie de manger. J'aime beaucoup les familles qui font le principe du un soir par semaine des repas tout ski. Fait que tout ce qui reste, fait qu'un soir, il restait un morceau de lasagne. Cette semaine, il restait une poitrine de poulet, puis il restait de la soupe. Là, tu sors tous les restes, puis chacun prend un peu selon ses envies. Puis on réduit aussi le gaspillage. On sait comment ça coûte cher. Fait que c'est comme deux pierres d'un coup. J'aime ça. Puis oui, absolument. On n'est pas obligé. Des fois, on se complique la vie. Là. Moi, je dis aux parents, là, arrêtez de vouloir mettre 5 nouvelles recettes dans votre semaine. C'est too much. Essayez peut-être une nouvelle recette, mais le reste du temps, allez-y dans le simple. T'sais. Puis moi, souvent, je vais montrer sur mes réseaux sociaux des fois quand je vais manger justement... ça se peut, là, on va manger des grilled cheese avec une soupe, puis moi, je suis vraiment contente qu'on soupe ça. C'est le repas qui est facile, puis ce soir-là, je peux jouer à des jeux de société avec mes enfants, ce que je fais peut-être pas les autres soirs. C'est vrai. De se permettre d'avoir des repas vraiment simples et pas compliqués. Puis si c'est un bol de céréales un soir, puis que c'est ça qui rentre dans l'horaire familial, mais ce sera ça. Notre job comme parents, c'est pas de bien nourrir ou nourrir à la perfection de notre enfant. Notre job, c'est de le nourrir. Il y a comme la nuance. On est parents pourvoyeurs. Tu sais, je vous dis pas qu'à tous les jours, je voudrais que mon enfant mange du Kraft Dinner, tu sais, parce que encore là, je suis responsable du poids puis de l'équilibre, mais faut arrêter de se mettre la pression de les nourrir parfaitement tous les jours. Chaque repas. Là. Et on parle dans cet épisode-là, en terminant, de vocabulaire. Le signal de satiété. Comment on peut amener ça avec nos enfants? Moi, j'ai tendance à dire des fois, est-ce que ta bédaine est pleine? Tu sais, comment tu te sens dans ton ventre? Est-ce qu'il y a peut-être des termes qu'on devrait mettre de l'avant, des choses à encourager? Parce que là, on veut pas tomber dans le « t'as trop mangé, pas assez mangé ». C'est à lui de s'écouter. Mais moi, je sais que personnellement, des fois, si j'attends quelques minutes, finalement, j'ai plus faim. Tu sais, je veux dire, ça prend un certain temps. C'est pas entre la dernière bouchée puis tout de suite. Donc, est-ce que avant de se resservir, on peut amener l'enfant à se questionner sur son signal de satiété? Est-ce que ça, il y a des façons de favoriser ça pour que ce soit positif sans tomber dans le côté restrictif? Ben, j'ai l'impression que quand ils sont jeunes, ils savent quand même de façon assez innée puis qu'on n'a pas trop à les questionner. Puis moi, j'aurais plus envie d'amener vers qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas nuire à ce signal-là comme parent. Tu sais, comme des fois, tantôt, on a parlé des fois de négocier avec les aliments. Tu sais, si tu veux manger, mettons, exemple, ce qu'on entend souvent, tu sais, mange 3 ou 4 bouchées, tu vas avoir ton dessert. Puis si on veut bien faire, tu sais, c'est parce qu'on veut que notre enfant mange du plat principal, parce que pour nous, comme parents, c'est là-dedans les nutriments, ou on veut qu'il finisse son brocoli, mais on comprend qu'il n'est pas obligé de tout le finir. Fait qu'on propose 3 ou 4 bouchées, puis on négocie avec ça. Mais ça fait que, dans le fond, les enfants, peut-être qu'ils ont juste plus faim, puis ils ont envie de se garder une petite place pour leur dessert parce qu'ils ont envie de manger un dessert, puis là, on va les forcer à manger quelque chose, tu sais, qui va au-delà de leur satiété, puis ils vont manger trop parce qu'ils vont le manger quand même, le dessert, parce qu'ils vont le vouloir, tu sais. Fait que des fois, il y a des contextes comme ça où, parce qu'on veut bien faire, on nuit à cette écoute-là du signal. Donc, si l'enfant a plus faim, c'est correct. Le dessert, il peut le manger aussi, tu sais, puis il y a souvent des inquiétudes par rapport au dessert, tu sais, tu dois en donner beaucoup de conseils aussi par rapport à ça ou entendre souvent des questions, tu sais, mais
le dessert, ça peut être toutes sortes de choses aussi. Tu sais, c'est pas obligé d'être nous toujours qui décidons le quoi. un gâteau, un chocolat. Tu sais, ça peut être ça peut être des fruits, ça peut être du yogourt, ça peut être des muffins maison, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, encore là, d'y aller dans l'esprit de la variété comme parent aussi. Tu sais, c'est correct qu'un enfant mange un gâteau un soir puis qu'il va manger une pomme à un autre moment donné puis que ça soit différent les desserts. Tu sais, donc, de se dire que le dessert fait partie du repas, ça aussi, ça va amener l'enfant à évaluer, bon, là, j'ai moins faim pour mon plat principal, j'ai envie de manger ça pour dessert, je me garde une petite place. Mais je comprends, mais en même temps, est-ce que c'est normal que ça soit questionnant comme parent si, dans le repas au centre de la table, il a pris, disons, un peu de viande, un peu de légumes. Là, on voit qu'il picore, là, puis qu'il en a mangé, mais pas tant. Puis là, il dit, OK, je passe au dessert, là, j'en ai assez. Mais, mettons, peu importe le dessert, là, même du yogourt, mais que du yogourt, il en mange 3 bols. Tu sais, là, on se dit, on t'a mangé comme une demi-carotte, puis 3 bols de yogourt. C'était peut-être pas le meilleur choix. Ou le fait de poser notre regard, puis d'en parler, puis de mettre de l'attention là-dessus, ça va juste comme renforcer cette façon de faire-là? Ou on est mieux juste de comme, on laisse faire, puis parce qu'on dirait que ça vient nous tirailler un peu. Oui, je comprends. Il y a plusieurs types d'approches là, par rapport au dessert. Moi, chez nous, le repas est tout mis au centre de la table en même temps que le dessert. Mais au même titre que, mettons, si on mange des burgers puis on est une famille de 4, je ne vais pas faire 20 hamburgers. Je vais faire une quantité que je juge appropriée pour la famille parce que le repas au centre de la table, c'est aussi des notions de partage. Là, partager pour en laisser aux autres, tout ça. Ben, le dessert, je vais sortir une portion que je juge appropriée pour une famille. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tu sais, puis si mon enfant me dirait, mais je veux encore 3 yogourts. Ouais, mais moi, j'en ai acheté un paquet pour la semaine. Fait que j'aimerais ça qu'il en reste pour les autres journées. Fait que si t'as encore faim, regarde, il reste plein de riz, plein de poulet, puis il va se resservir dans les autres aliments. Ah, j'aime fait ça. que je l'amène pas d'une façon limitante du point de vue, non, ça, c'est des biscuits, ça, c'est une cochonnerie. Fait que tu peux juste en avoir un. Après, il faut que tu manges ton bon poulet ou tes bons brocolis. C'est pas dans cette optique-là, mais c'est dans, tu sais, je me dis, moi, comme parent, faut qu'il en reste pour le reste de la semaine, puis je veux offrir un repas. Tu sais, j'ai mon idée de ce que je souhaite offrir à la table pour mon moment de repas, puis c'est ce qui est disponible à ce moment-là. Par contre, il y a toujours le côté de se questionner, mais qu'est-ce que j'ai mis, par exemple, sur la table? C'est ça. Mais j'aime beaucoup ton idée, là. Disons, c'est ça, on est 5, je sais pas, je dépose 5 muffins. Puis à un moment donné, une fois que chacun en a pris un, ben garde, après, ben il y a des fruits, il y a d'autres choses, puis c'est encore faim. Ah, c'est une bonne idée, ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est que si j'ai servi du risotto aux champignons avec des huîtres puis des calmars, puis que mon enfant a tout jamais mangé ça, ça se peut qu'il ait le goût d'avoir 14 yogourts. Oui. Faut s'assurer d'avoir des aliments sécuritaires. Exactement. Pas oublier ça. Tu sais, quand même qu'on veut une belle base d'aliments connus avec peut-être un nouvel aliment ou deux, mais tu sais, de penser à ça aussi. Je comprends. Non, ça vaut la peine de l'essayer. Ce que tu dis chez nous aussi, c'est souvent comme ça. Ma fille, elle veut son dessert, puis là, finalement, après, des fois, elle a encore faim, puis il reste du plat principal, puis elle va le finir après. Souvent, elle fait ça, tu sais. Fait que nous, on a notre ordre préétabli d'adultes, mais eux, ils font un petit mélange, puis c'est correct aussi de. Puis moi, mon fils, c'est drôle, il mange souvent le sucré avant le salé. On dirait qu'il aime ça, mais il en mange pas nécessairement plus. Tu sais, je veux dire, mettons, il va avoir des muffins, il va manger le sien. Mais après ça, il va manger sa viande avec d'autres choses, puis il n'y a pas de souci. Puis ma fille, c'est l'inverse. Elle va sécuriser sa part. Tu peux être sûr qu'elle va la mettre à côté pour être sûre de l'avoir. Puis c'est correct, mais elle ne touchera pas tout de suite. Elle va manger le reste, mais elle l'a quand même sécurisé. Puis, mais ils ont chacun des façons différentes, mais au final, ça revient au même. Là, je veux dire, c'est pas grave. Mais, mais j'aime ça. Donc, c'est à nous de prévoir le quoi. On connaît nos enfants. En conséquence, mettons les quantités qu'on juge acceptables pour la famille, puis on navigue là-dedans. Merci beaucoup, mesdames. Pour le coup de cœur, aujourd'hui, on retrouve Stéphane Corriveau. Bonjour Stéphane. Bonjour Maggie, ça va bien? Ça va bien, merci d'être là et d'accepter de nous démystifier qu'est-ce que ça mange en hiver, l'investissement durable. Parfois, on peut entendre parler aussi d'investissement responsable, d'investissement éthique. Peux-tu nous expliquer d'abord simplement c'est quoi? Oui, bien, c'est une bonne question. Les premières pratiques, c'est vraiment l'investissement éthique. Ça remonte quand les premiers investisseurs voulaient investir selon leurs croyances, leurs valeurs. Donc, ils excluaient l'industrie du tabac, l'alcool, le divertissement pour adultes. Donc, c'est vraiment le début. Ensuite, on est venu avec l'investissement responsable à haut niveau, là, qui prenait en compte les enjeux, les risques environnementaux, sociaux et gouvernementaux, ce qu'on va parler un petit peu tantôt, là, dans le processus d'investissement. Donc, cette approche, je ne rentrerai pas dans le détail. Puis, finalement, on a commencé à parler d'investissement durable lorsque les Nations unies ont parlé des objectifs de développement durable, les ODD. Donc, si on veut investir en ayant en tête les ODD,
donc la contribution qu'on fait au ODD, on parle d'investissement durable. Les ODD, il faut les voir, là, qu'est-ce qu'on peut faire en termes qualité de l'eau, environnement, des choses comme ça. Donc, c'est les Nations unies qui ont sorti ça. C'est là que le concept d'investissement durable a pris son envol. Mais de ce que je comprends, il y a quand même plusieurs critères. Ce n'est pas basé simplement sur la personne qui fait le placement. Il y a une foule de critères qui doivent donc être remplis pour que notre investissement soit un investissement, dans ce cas-ci, durable ou éthique ou responsable. Puis on peut voir parfois passer les critères ESG. Bon, j'ai la réponse devant moi, là, environnementaux, sociaux, de gouvernance. Encore là, ça veut dire quoi? OK, bien la première chose, il faut absolument que quand on utilise ces critères-là, il faut avoir un impact potentiel, réel, sur la situation financière d'un émetteur. OK, donc, on ne veut pas faire de l'investissement responsable juste pour parler d'investissement responsable, puis bien paraître là, dans une réunion. Ça, parce que c'est à la mode, hein? Non, exactement. Puis ça, il faut faire vraiment attention à ça. Donc, un impact financier, ça veut dire quoi? Bien, exemple, Nike qui se fait prendre à employer des enfants dans son usine en Asie, ben, c'est ça. Tu ne veux pas être ça. Tu ne veux pas être investi en Nike si, dans le fond, ça sort dans les journaux comme ça, parce que tout le monde va dire, bien, pourquoi, dans le fond, on investit dans cette compagnie-là? Même chose au BP. Il y a un déversement, exemple, de pétrole dans l'océan. Ça fait la manchette. Bien, au point de vue, dans le fond, encore une fois, de la compagnie, bien, la compagnie va perdre la valeur, puis toi, tu ne veux pas investir avec ces compagnies-là. OK? Donc, quand on parle de critères ESG, il faut essayer de déterminer des critères qui ont un impact vraiment sur la situation financière. Donc, quand BP, ça arrive, bien, c'est sûr qu'elle perd des contrats, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle investisse pour, dans le fond, tout réparer les dégâts qu'elle a fait. Donc, il y a moins dans le fond, de profit pour les actionnaires. Donc, l'investissement responsable, le critère ESG, va aller un petit peu comme, au départ de la finance, tu regardes les ratios, là, la compagnie fait du profit, pas trop endetté, ça c'est correct. Mais là, on s'en va dans des critères qui sont non financiers, mais qui vont avoir un impact financier à court, moyen ou long terme. On veut identifier ça. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Donc, on peut dire maintenant qu'une compagnie comme ça qui est en bourse se doit de tenir compte de tous ces critères-là, là, environnementaux, sociaux, de gouvernance, en plus de sa profitabilité, de son endettement. Donc, ça vient vraiment ajouter une couche là, aux entreprises. Oui, tu as raison. Puis, dans les années 80-90, la haute direction pouvait dire ben, on ne fait pas ça, nous, on est là pour faire des profits. Là, maintenant, là, tout le monde dit un instant, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Qu'est-ce que vous faites pour l'équité homme-femme? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites travailler les enfants? Donc, maintenant, là, une direction qui ne tient pas compte de ça en 2023, c'est une direction qui est irresponsable, c'est aussi simple que ça. Donc, ça fait partie, effectivement, dans le fond, des rencontres et des discussions avec les conseils d'administration. Très important. C'est une bonne chose. On ne veut plus nécessairement faire de l'argent à tout prix. Et pourquoi c'est important pour une entreprise, comme par exemple pour Kaleido, de choisir d'investir justement de façon responsable, durable, éthique? Bien, écoute, ça fait partie, encore une fois, d'un processus d'une saine gestion des risques. On veut, dans le fond, avoir un impact qui va influencer les émetteurs de façon positive. OK? On recycle à la maison. Pourquoi qu'on recycle à la maison? Bien, parce qu'on veut laisser quelque chose à nos enfants, il faut faire attention à la planète. Pourquoi qu'on fait du compostage? La même chose. Pourquoi qu'on ne jette pas nos papiers partout dans le parc? Mais parce qu'on veut que ça soit propre. L'investissement responsable avec qu'est-ce qui arrive, puis on a à chaque jour, on voit qu'est-ce qui se passe, donc on prend juste le risque climatique, puis on enregistre ça, puis on sort d'un super verglas au Québec. Bien, il y a de plus en plus, dans le fond, d'événements dans le fond, climatiques extrêmes qui ont des grosses conséquences. Bien là, il faut faire attention à ça. C'est juste ça. Donc, le risque environnemental, qui est avec justement les gaz à effet de serre, il faut en tenir compte. Si on est capable de produire, dans le fond, une même quantité de produits, services en polluant moins, mais c'est juste un gros bon sens. Fait que c'est là qu'on est rendu dans la gestion des risques. Mais a priori, comme tu nous l'expliques si bien, c'est tellement important. Mais là, j'ai mon petit côté démon aussi. Là, j'entends des gens dire « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais si on investit dans l'environnement, puis qu'on est éthique et tout ça, est-ce que ce sont des placements
rentable? Est-ce que ça génère du profit pour quelqu'un qui investit dans ce genre de placement-là? Oui, écoute, c'est une super bonne question. Puis il y a eu, dans le fond, on est rendu avec des méta-études, là. Donc, c'est des papiers de recherche qui regroupent des centaines d'études qui montrent que l'intégration ESG, parce que c'est vraiment ça qu'on parle, on intègre les risques ESG dans notre gestion, ça va améliorer le rendement risque. OK? Donc, c'est vrai, il y a une couple d'années, on se disait peut-être qu'on laisse du rendement. Mais aujourd'hui, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Je vais te donner un exemple. Si, exemple, j'ai une compagnie qui produit de l'énergie, puis je regarde juste le rendement qu'elle a à court terme, tu peux dire, cette compagnie-là, wow, c'est super rentable, mais si elle produit de l'énergie en brûlant du charbon, bien, peut-être que dans 10-15 ans, elle va se retrouver avec des poursuites qui vont, dans le fond, diminuer sa rentabilité future, donc ils vont affecter autant les détenteurs d'actions qu'obligations. Donc, maintenant, là, quand on regarde les investissements responsables, il n'y a plus vraiment de questions, dans le fond, sur est-ce qu'on perd du rendement ou pas. C'est vraiment rendu comment qu'on peut diminuer le risque. Donc, pour un rendement égal, si j'ai deux compagnies avec une qui a un risque beaucoup moindre à cause qu'elle intègre justement les critères ESG et l'investissement responsable, j'aime beaucoup mieux cette compagnie-là. Donc, c'est là qu'on est rendu. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Si on parle au Canada plus précisément, on le sait, on a du sable bitumineux, puis on a des compagnies pétrolières qui polluent. Bon. Ouais. Fait que là, est-ce que ces compagnies-là vont être capables d'investir pour faire, exemple, des procédés de captation de CO2? Ah, ben oui, ben ça veut dire qu'il y a peut-être un futur avec ces compagnies-là. S'ils ne veulent pas investir là-dedans puis ils continuent de polluer de la manière qu'ils font là, mais malheureusement, ces compagnies-là, on appelle ça des actifs échoués, mais ce n'est pas un beau futur qu'il y a là-dedans. Donc, quand on gère les risques ESG, en plus des risques financiers, on ne laisse plus, dans le fond, d'argent sur la table. Le meilleur exemple que je peux te donner, le gouvernement du Québec émet maintenant dans le monde obligataire des obligations vertes qu'on a justement en portefeuille pour Calido. Mais ces obligations-là, Meggy, donnent exactement le même rendement qu'une obligation qu'on appelle nominale ou normale du Québec. Donc, ça veut dire qu'on est dans le même émetteur, c'est le gouvernement du Québec, mais il y en a un pour les obligations vertes, c'est ça, c'est quand on donne cet argent-là, ça ne va pas dans les fonds consolidés, ça va sur des projets, dans le fond, qui améliorent justement l'empreinte carbone. Mais on ne perd rien en rendement. On ne perd rien en rendement. Mais donc, c'est ce que je comprends. Puis, votre tâche devient encore plus complexe, je trouve, comme gestionnaire de portefeuille, de dire, oui, on étudie les rendements pour voir les meilleures opportunités d'affaires, mais on regarde aussi tous les critères ESG pour placer l'argent de nos clients ou faire des recommandations vraiment qui vont venir soutenir l'investissement durable, éthique et responsable. Et d'ailleurs, à la maison, là, je sais que ça peut sembler parfois un peu complexe, bien que Stéphane l'a expliqué, je pense, simplement. Et Kaleido a créé un e-book qui explique vraiment là, ce que c'est l'investissement responsable. Vous allez pouvoir le télécharger. J'ai mis le lien sous la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je pense que ça va vous donner des informations supplémentaires. Et on est tous pour la vertu, hein? Je veux dire, en améliorant, tu sais, souvent on le dit, on vote avec nos dollars, avec notre argent, donc il faut y réfléchir où on met nos dollars parce que c'est comme ça qu'on va faire aussi avancer les choses et que justement les entreprises vont vouloir être de plus en plus vertes, éthiques, responsables et avoir une saine gouvernance. Et d'ailleurs, Kaleido investit 100% de ses actifs à il les confie à des gestionnaires de portefeuille qui tiennent compte de ces critères ESG-là. Et chez AlphaFix Capital, vous êtes un des gestionnaires de portefeuille de Kaleido. Et là, Stéphane, tu me disais avant de débuter, vous avez remporté un prestigieux prix canadien. Peux-tu me raconter comment ça s'est passé? Oui, c'est le premier grand championnat canadien ESG. C'est 7 fondations au Canada qui ont décidé qu'on était rendu au mode action et non au mode discussion. Donc, ça veut dire qu'ils ont convoqué, ils ont fait un concours où il y avait 105 millions à faire gérer par des gestionnaires, dans le fond, institutionnels. Et on dit, nous, on va donner cet argent-là à ceux qui arrivent avec des solutions, là, pas des idées. Pas juste des idées. Fond, non, on est rendu dans le mode solution pour justement avoir, dans le fond, des critères ESG qui s'appliquent dans la vraie vie. Donc, il y a eu plus de 60 firmes au Canada qui ont appliqué.
Il y en a 11 qui ont été, dans le fond, retenus en finale, dont AlphaFix Capital. Puis la finale, c'était vraiment une finale comme ceux qui écoutent peut-être l'émission Dans l'œil du dragon. C'est qu'on était 3 à l'avant d'AlphaFix. On avait 10 minutes, on avait 10 diapos et il fallait expliquer notre solution d'investissement. Nous, on a parlé de notre fonds Obligations vertes. Et après ça, le jury posait 5 minutes de questions. Et finalement, on a reçu la bonne réponse que AlphaFix a gagné, dans le fond, et le gestionnaire gagnant en revenu fixe au Canada à travers plein de grosses firmes, comme tu peux penser, Maggie. Oui. On n'en parlera pas, mais des très grosses firmes. Et en plus de ça, sur le 105 millions, nous, on a gagné 38 millions de nouveaux actifs sous gestion. Donc, on est la firme, parce qu'il y a quelqu'un qui a gagné dans les actions, un autre qui a gagné dans les actifs réels, mais on est la firme qui a gagné le plus de mandats et le mandat, dans le fond, le total, dans le fond, des allocations les plus élevées. Donc, on est bien content de ça, parce qu'on n'est pas la plus grosse firme, sauf que depuis la création d'AlphaFix il y a 15 ans, on a maintenant 3 personnes à temps plein qui sont, dans le fond, dans notre équipe d'investissement durable, dont une personne qui a une maîtrise en environnement. Quand on a créé la firme, on ne pensait pas engager une personne comme ça. Et la dernière personne qu'on a engagée est en train de terminer son doctorat en génie industriel spécialisé en divulgation de risques climatiques des émetteurs. Fait qu'encore une fois, mais tu vois comment c'est super précis, comment la finance avance là-dedans. Puis si on veut, dans le fond, offrir des solutions intelligentes, efficaces et rentables à nos clients, il faut investir dans notre personnel et c'est ça qu'on fait. Bien, félicitations d'abord, Stéphane d'AlphaFix Capital, pour votre bon travail et j'allais dire votre sens du flair parce que vous avez vu venir ça avant, vous vous êtes préparé et ça démontre bien et ça me rassure aussi comme mère de famille sur ce qu'on va laisser à nos enfants, sur le fait que oui, la finance, oui, les rendements, mais d'avoir quelqu'un en environnement, d'avoir quelqu'un qui se spécialise aussi à pouvoir analyser les entreprises au-delà du fameux rapport qui présente à la fin de l'année. Vous êtes capable d'aller plus loin et d'émettre des recommandations encore plus précises. Mais ça, je trouve ça rassurant pour l'avenir et ça force aussi les entreprises à être encore plus proactives et à tenir compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, bravo pour votre bon travail. Merci de nous avoir démystifié l'investissement durable en quelques minutes. Et je vous rappelle que Kaleido a produit un e-book qui est disponible sous l'épisode qui va vous permettre d'en apprendre encore un peu plus. C'est tout simple sur l'investissement durable. Merci Stéphane. Et voilà, merci à mes invités cette semaine. Stéphane Corriveau d'AlphaFix Capital. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le e-book sur l'investissement durable de Kaleido dans le lien sous l'épisode. Merci à Mélanie Magnan, alias Nutrimini, et Andréane Dufour-Bouchard du groupe Équilibre. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706. Je m'appelle Maggie Bélanger et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions, soit via la page Facebook ou le compte Instagram à la hauteur de nos tout-petits. Vous pouvez toujours démontrer votre appréciation en mettant un pouce sur YouTube ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Parce que vous le savez, le but, c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!